Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va d'abord commencer par se présenter. Donc, je suis Sébastien Fraisse, le président du groupe Indigo, qui est un leader dans son métier historique, qui est celui des solutions de stationnement, et puis qui fait aussi beaucoup d'autres choses, et on va pouvoir le découvrir, présent dans une dizaine de pays en Europe et sur le continent américain. Et à mes côtés, Xavier Helin, directeur général adjoint du groupe, en charge des mutations urbaines, direction que nous avons créée il y a 2 ans, notamment pour piloter les réflexions et les projets que nous allons vous présenter. Et voilà, vous nous avez donc identifiés. Alors, un petit mot d'introduction, hein, pourquoi ce sujet. Au fond, le point de départ, il est assez simple. Nous sommes exploitants d'infrastructures urbaines très nombreuses dans des centres urbains très denses. Comment pouvons-nous utiliser ces infrastructures pour contribuer efficacement aux enjeux qui sont les nôtres et aux évolutions de la ville, qui sont évidemment nourris d'un certain paradoxe. Il y a de plus en plus de citadins qui sont de plus en plus demandeurs de se déplacer massivement, qui sont de plus en plus demandeurs de solutions de déplacement et de mobilité plus performantes. Et en même temps, bien entendu, ils sont également demandeurs d'une ville qui soit moderne, qui soit plus respirable, qui soit plus apaisée. Comme vous le savez, le flux de personnes et de marchandises, il est de plus en plus important dans ces centres urbains. Et en même temps, on doit faire face à une volonté très forte et une nécessité très forte de décarboner ces mobilités, qui sont de plus en plus, pour certaines d'entre elles, de plus en plus remises en cause, voire combattues. Alors la vision de la ville idéale a considérablement changé, évidemment portée par la transition énergétique et une attention accrue à la santé publique et à la qualité de vie. La qualité de l'air, les espaces verts, la valorisation du patrimoine font désormais partie véritablement des marqueurs d'une ville moderne, d'une ville agréable. Mais encore faut-il pouvoir faire cohabiter l'ensemble de ces attentes qui peuvent être à bien des égards contradictoires. Alors un chiffre marquant, la population urbaine mondiale a été multipliée par 4 en l'espace de 50 ans, puisqu'on est passé de 1,2 milliard en 1970 à environ 4,5 milliards en 2021. Autre information, un rapport en 2023 de la Banque mondiale indiquait que les villes détiennent une part importante, une des clés importantes de la résolution de la crise climatique, puisque à horizon 2050, 70% de la population mondiale habitera en ville. Donc on voit bien que le défi majeur qui s'offre à nous et pour les générations qui viennent va trouver sa solution dans les villes. Ces enjeux environnementaux, ces enjeux sanitaires, conjugués évidemment à la pression foncière qu'on peut rencontrer en ville, sont des contradictions ou en tout cas des paramètres qu'il nous faut gérer au mieux et trouver donc les solutions qui permettent d'affronter cela. Alors, c'est pas seulement moi qui le dis, on va avoir des illustrations tout de suite avec un micro-trottoir que nous avons réalisé auprès de citadins parisiens il y a seulement quelques jours, où on leur a posé justement la question de leur vision de la logistique urbaine. Et on vous en dira un petit mot après. Ça m'arrive de temps en temps. On a souvent besoin d'aide, donc c'est très agréable. Et il y a plus de choix, oui. Oui, très souvent. Si ça pouvait être désengorgé à certains moments, ça m'arrangerait. Oui, les nuisances sonores, c'est pénible, et de roues bruyants surtout. Des nuisances olfactives aussi, j'ai envie de dire. Les camions encombrent effectivement les rues de Paris. Et Ça pollue. Malheureusement, on n'a pas le choix. Je crois que les livreurs doivent livrer. Je pense qu'ils ont des heures pour rentrer ou pas. Oui, il faut des camions, en tout cas, pour se faire livrer. Il y a beaucoup de vélos cargo qui livrent les commerçants. Ça peut être une alternative sur des plus petites livraisons. Sur les grosses quantités, je sais pas. Ce serait une bonne option, les livraisons à vélo, à vrai dire.
Bien, comme vous l'avez compris à travers ce micro-trottoir, la livraison urbaine est devenue un défi majeur pour les centres-villes. Et ce micro-trottoir illustre bien finalement les trois enjeux auxquels on doit faire face. Le partage de l'espace public, ça a été très bien dit par les personnes que nous avons interrogées. Personne n'est demandeur de ces camions de livraison qui stationnent au milieu de les rues. Quand bien même les raisons pour lesquelles ils sont là sont parfois directement liées aux besoins et aux commandes de ceux qu'on a interrogés. Je crois que là, les gens sont assez honnêtes. Ils disent qu'il faut bien livrer. Les livreurs doivent livrer. C'est une vraie question. Les obligations réglementaires auxquelles nous devons faire face, elles sont de différentes natures. Elles partent de l'Europe pour certaines, avec les zones à faible émission, les ZFE. Il y a des réglementations au niveau national, avec par exemple la loi climat et résilience en France qui instaure l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette. Et puis enfin des décisions plus locales, par exemple à Paris, tout près d'ici, puisque la ZTL, zone à trafic limité, est un projet parisien, et ça peut aller également à des décisions plus spécifiques, comme la suppression éventuelle d'une voie sur le périphérique. Donc vous voyez, un ensemble de décisions, un ensemble de textes qui concourent finalement tous au même objectif, qui est celui d'apaiser les centres-villes, de redessiner une ville qui soit un peu plus sereine de ce point de vue-là. Et puis troisième enjeu, évidemment, la transition écologique. Je n'ai pas besoin de développer la décarbonation indispensable des mobilités à travers le recours aux véhicules électriques, aux vélos, au transport public. C'est dans ce contexte donc, que la logistique urbaine doit trouver sa place, que la livraison urbaine doit pouvoir s'exercer. Et donc c'est un défi majeur pour l'ensemble des villes et qui est plus est un sujet, la livraison urbaine, qui a un essor considérable parce que le e-commerce est en plein développement. Qui parmi nous n'a pas commandé par Internet quelque chose dans les 15 derniers jours? Alors je vous donne quelques chiffres. Nous contribuons tous à la livraison par jour en France de 4 500 000 colis, dont 500 000 rien qu'à Paris, 170 000 au sein de la métropole de Lyon. Le transport de marchandises, ça représente 23% des émissions de CO2 en France, et puis les camions représentent 37% des mouvements de marchandises dans Paris. Alors on l'a vu, cette livraison urbaine, on l'a vu dans le micro-trottoir, elle impacte considérablement la circulation, l'espace public, et au fond, elle atteint évidemment ses limites. Et les deux questions auxquelles il va nous falloir répondre, c'est comment faciliter et décarboner l'acheminement des marchandises vers les centres-villes, qui est une obligation, qui est une nécessité, et comment permettre aux nouvelles formes de mobilité de jouer un rôle efficace dans la chaîne logistique urbaine, car on sent bien que la livraison par camion à domicile est de moins en moins acceptable. Je redonne quelques chiffres pour reprenant le cas de Paris. La ville de Paris, ça représente 1% des surfaces immobilières dédiées à la logistique en France, quasi rien. Sur les 40 dernières années, le développement du parc logistique francilien s'est fait essentiellement dans la Grande Couronne. Et évidemment, on a progressivement, paradoxalement, éloigné les lieux de stockage et les lieux de consommation. Et puis un deuxième chiffre, on considère qu'aujourd'hui, il faudrait dans Paris environ 200 000 m² pour adresser le sujet de la logistique urbaine, probablement 800 000 m² à horizon 2030, et on pressent bien que ce n'est pas en pied d'immeuble qu'on va trouver ces surfaces. Alors pourquoi Indigo s'est intéressé à cette problématique? Je dirais que c'est notre histoire et notre ADN que d'accompagner les villes tout au long de leur transformation. Depuis les années 60, on a démarré par la construction de parkings en centre-ville, et puis on a su progressivement et successivement se réinventer, créer de nouvelles offres pour faire face à ces nouveaux besoins. Et à partir de notre métier initial qui est la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation d'infrastructures de stationnement, d'ouvrages de stationnement, on a su progressivement, comme vous le voyez ici, évoluer vers d'autres activités, le stationnement en voirie, l'accueil des mobilités décarbonées, que ce soit les bornes de recharge électrique, des sujets d'actualité, mais également l'essor des solutions de vélo. On va parler de logistique urbaine, également de vélo logistique, et puis tous les services digitaux qui accompagnent l'ensemble de ce déploiement d'offres. Donc on a toujours eu à cœur d'être un petit peu en première ligne sur ces transformations. Indigo, pour vous donner quelques précisions, c'est environ 2000 collaborateurs en France, présents dans 175 villes, et donc tous mobilisés pour affronter ces nouveaux enjeux. On a toujours eu à cœur d'anticiper ces évolutions, comme je l'indiquais, et un exemple que j'aime rappeler, c'est en 2020, on avait lancé avec un célèbre architecte qui s'est spécialisé dans la réinvention des espaces souterrains, Dominique Perrault. On avait travaillé ensemble sur ce qu'on avait appelé le parking du futur, qui consistait tout simplement à imaginer ce que pouvait être un parc de stationnement dans le futur, dans la ville du futur, c'est-à-dire un parc de stationnement qui viendrait accueillir progressivement de plus en plus de fonctions nouvelles,
pour permettre de densifier la ville et ses fonctions, la verticaliser et bien sûr libérer en conséquence l'espace en surface pour d'autres fonctions et ainsi redynamiser le centre-ville et apaiser ces espaces. Alors 2020, il n'y a pas longtemps, mais c'est également loin. On est passé, comme vous le voyez, de concepts à des choses beaucoup plus concrètes, et y compris des projets que nous allons pouvoir déployer dans les prochains mois. Et donc je propose que Xavier nous en parle quelques minutes. Alors, effectivement, donc, fort des réflexions passées et de la conviction que nous avons que nos infrastructures peuvent accueillir d'autres services urbains, on s'est lancé dans un pilote innovant de réalisation de 20 000 m² de surface de logistique urbaine à Paris, à livrer à horizon 2026. On ne l'a pas fait tout seul, on s'est adjoint les compétences d'un partenaire, une société spécialisée dans le développement immobilier de la logistique urbaine, la société Corsalis. La première pierre de ce projet innovant, c'est le pressoir de Bercy. Alors c'est un ancien parc à cars, à autocars de tourisme, qui va développer 2000 m² d'espace de logistique urbaine. Je l'appellerai ensuite ELU pour simplifier. La conception que nos partenaires nous ont proposée est relativement classique dans ce domaine, avec une zone de réception des marchandises qui permet l'accessibilité poids lourd pour une livraison massifiée, des zones d'activité, qu'elles soient mono ou multi-utilisateurs, et une zone, alors dans ces zones d'activité, les marchandises sont stockées provisoirement, le cas échéant transformées, puis elles repartent dans une logique du dernier kilomètre via une zone d'expédition, et elles repartent principalement en cyclo-logistique ou en véhicules utilitaires légers, le tout électrique. Les travaux sont en cours, nous livrons l'actif en janvier 25 et l'actif est en cours de commercialisation. Sébastien, on a quelques perspectives après pour se projeter dans l'actif. Et là, on voit dans quel univers nos futurs clients, que seront les opérateurs logisticiens, pourront réaliser leurs activités. Alors, on a commencé le projet pilote par Bercy, parce que c'était... si tu peux avancer un petit... tu peux avancer. On a commencé notre projet pilote par Bercy. Parce que Bercy, c'est simple et c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on fait une transformation totale de l'actif, et donc on n'a pas de problème de coactivité. Et c'était déjà un parc autocar, et de ce parc autocar, on n'avait pas de problème de gabarit et pas de problème de surcharge. Et donc pour développer maintenant un espace de logistique urbaine dans un parking, dans une infrastructure plus classique, eh bien c'est plus complexe, c'est possible. Ça demande de la détermination et de la volonté, et probablement aussi des travaux structurels, mais c'est possible. Donc il faut faire déjà le choix de cette infrastructure. On ne peut pas le faire dans toutes les infrastructures. La première des questions, c'est la dissociation des flux. Mélanger des flux logistiques avec les flux d'un parc de stationnement, c'est compliqué. Donc il faut choisir une infrastructure qui offre cette possibilité. Deuxième grande question, c'est la question de l'implantation elle-même de l'ELU. Et là, nous, opérateurs de stationnement, il faut qu'on se fasse un peu violence. Pourquoi? Parce que si on veut implanter un ELU dans un parc de stationnement, dans une logique du dernier kilomètre, avec une livraison en cycle logistique, avec des collaborateurs, des salariés qui travaillent dans cet ELU, on ne peut bien évidemment pas le mettre dans le tréfonds du parking. Donc on doit lui réserver notre étage noble, notamment un de nos étages nobles, le niveau -1. Troisième grande question, qui est fondamentale, c'est l'accès poids lourd, donc l'accès au grand gabarit. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'infras aujourd'hui qui présentent cette caractéristique, donc il n'y a pas beaucoup le choix. Il faut restructurer toutes les rampes, les trémies, et créer des volumes de grande hauteur, ça veut dire casser des planchers concrètement, pour pouvoir permettre l'accès de ces poids lourds. Ensuite, il y a le stationnement de ces poids lourds et leurs charges particulières. Eh bien, il vaut mieux les mettre au dernier niveau, parce qu'il est plus facile
de recharger un radier que de recharger des planchers intermédiaires, surtout si on les a cassés pour créer un volume de grande hauteur. Et donc les marchandises arrivant en fond de parking, l'ELU proprement dit étant situé au -1, il faut donc des monts de charge pour faire transiter les marchandises à l'intérieur de l'ouvrage. Une fois qu'on a fait ça, on est quand même dans une infrastructure bien sûr de stationnement et il faut que le parking continue à vivre. Et dans un parking, il n'y a pas que des véhicules légers. Il peut y avoir aussi des vélos. Nos clients aujourd'hui sont très friands de ce qu'on appelle un cycloparc, qui est un abri sécurisé pour les vélos. Et pour les mêmes raisons que la cyclologistique, il faut lui réserver un emplacement dans notre étage noble du -1. Enfin, si on a un volume de grande hauteur, pour adresser d'autres problématiques comme celle des parkings d'autocars de tourisme, eh bien, on peut réaliser également ce stationnement à l'intérieur de l'ouvrage. Et enfin, s'il nous reste encore un petit peu de place dans tout ça, on peut y insérer éventuellement des activités de loisirs ou toute autre activité qui peuvent servir la ville. Alors, que peut-on mettre dans quelles seront les activités de logistique à l'intérieur de ces ELU? Alors la logistique, ça couvre une gamme assez large. Ça va de la messagerie qui prend pas mal de surface et qu'on trouve plutôt en périphérie ou en première couronne, au point de retrait à l'autre extrémité, des lockers qu'on a d'ailleurs déjà qui prennent pas beaucoup de place et qu'on a d'ailleurs déjà dans nos parcs de stationnement. Mais on peut y retrouver des centres de services de mobilité pour le stockage et l'entretien de véhicules, des réserves déportées pour les besoins des commerces dans les zones à forte densité commerciale, des hubs de préparation de commandes, qu'ils soient alimentaires ou non, et enfin ce qu'on appelle dans le jargon un espace logistique urbaine à proprement dit, c'est-à-dire du stockage et de la livraison de colis. Donc, si tu veux intervenir ou si tu veux continuer. J'ai commencé mon propos en disant qu'on avait une véritable conviction. La conviction, c'est qu'on peut, pas dans toutes nos infrastructures, mais dans un certain nombre d'infrastructures bien choisies, à Paris et dans les grandes métropoles, notamment en France, mais également potentiellement évidemment en Europe, compte tenu de l'exposition du groupe, on peut accueillir dans nos infrastructures beaucoup de services, des services de proximité, bien sûr les bornes de recharge pour véhicules électriques, des infrastructures de mobilité pour vélos, du stockage ou du self-storage en anglais, ou des remisages de véhicules particuliers. On a un exemple dans le groupe à Paris de véhicules de luxe notamment. Mais, et c'est ça, je pense, ce qui est innovant dans l'approche d'Indigo, c'est que si on accepte de restructurer nos infrastructures, certaines infrastructures, de nous remettre en cause aussi dans notre métier de base, en laissant par exemple des étages nobles à d'autres activités que le stationnement, eh bien, et si on accepte de les transformer en profondeur et notamment sur le plan structurel, on peut aussi adresser d'autres besoins urbains comme des data centers ou de la production de chaud ou de froid, que sais-je, tous les services qui sont utiles à nos clients collectivités. Absolument, et on voit bien donc quand on fait un peu l'addition de toutes les fonctions nouvelles qu'on est capable de déployer dans un parc souterrain, comme on l'a vu sur le schéma précédent, le parc souterrain devient une centrale de mobilité, un endroit où on stationne, un endroit où on se charge, qu'on soit en vélo, qu'on soit en voiture, un endroit où on a également des autocars qui viennent se stocker, se garer. C'est également un lieu où on va pouvoir faire donc, des opérations de logistique urbaine. Tout ça sur des milliers de mètres carrés, et on sent bien que l'addition de toutes ces activités est très difficile à imaginer autrement que dans un lieu souterrain quand on se situe dans le cœur le plus dense de grandes métropoles comme Paris et bien d'autres. Donc tout ça pour effectivement illustrer qu'il y a bien d'autres sujets sur lesquels on travaille, qui vont trouver à un moment leur concrétisation. Tout ça est assez long, c'est une ingénierie colossale en termes de réflexion, tout simplement parce que tous les opérateurs qui peuvent être intéressés par ces surfaces, que ce soit les logisticiens et demain peut-être les opérateurs de chauffage urbain, viennent dans un premier temps dans ces réflexions avec en tête les schémas d'opération qu'ils ont toujours pratiqués. Et notamment en matière logistique, évidemment, ce sont des opérateurs qui usuellement pratiquent dans des grands entrepôts de banlieues de grande couronne.
Et il faut qu'ils acceptent, ce qu'ils font de manière de plus en plus naturelle parce qu'ils ont l'obligation de le faire, il faut qu'ils acceptent de reconsidérer entièrement et de manière assez profonde leur mode opératoire pour pouvoir s'insérer dans un ouvrage qui certes peut être réaménagé comme on l'a vu, casser des dalles, on peut trouver du gabarit, mais qui reste quand même contraint par rapport, bien entendu, au grand entrepôt de grande couronne. Alors, conclusion un petit peu du message qu'on voulait vous passer aujourd'hui, je pense qu'il est assez simple, hein, c'est une conviction forte qui est la nôtre, qui est que les transformations urbaines telles qu'elles se trament, telles qu'elles sont nécessaires, vont trouver à travers la reconfiguration des infrastructures urbaines et notamment de stationnement un levier très efficace et puissant voilà, pour se réaliser. Ça va être l'occasion de rebâtir des villes sur la base finalement d'une attente très forte des citadins et des enjeux environnementaux d'un cadre de vie différent qui va répondre donc aux nécessités et attentes des générations actuelles et futures. Donc bien entendu la transition énergétique, le sujet qui nous mobilise tous, la décarbonation qui est un petit peu associée, le respect de l'environnement et puis bien entendu le maintien d'une activité économique. C'est aussi important de le rappeler pour que la ville reste une ville, un lieu où les gens peuvent y trouver l'ensemble des fonctions et pouvoir se rencontrer. Comme vous l'avez aussi compris, quand on pousse ces concepts assez loin et de manière assez utile et efficace, ces reconfigurations peuvent revêtir pas mal de complexité. Les projets que nous vous avons présentés, que nous allons déployer l'année qui vient, sont assez complexes. Ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Donc ça nécessite une vision à long terme portée par la ville. Qu'est-ce qu'on veut faire, où, à quelle fin. Ça mobilise des ingénieries et des savoir-faire assez particuliers, assez pointus. C'est ce que nous avons cherché à développer ces dernières années. Et puis, bien entendu, ça débouche sur des investissements qui peuvent être importants. C'est ce que nous savons également porter à travers un modèle que nous connaissons bien, que nous pratiquons bien aux côtés des villes, qui est celui de la concession et de la délégation de services publics. Donc, finalement, un peu dans la continuité et le respect de notre histoire, celle du groupe Indigo, celle d'un spécialiste des infrastructures urbaines. Tout simplement, nous sommes mobilisés aux côtés des villes pour les accompagner sur cette nouvelle transformation, une de plus, comme nous l'avons toujours fait, donc en mettant à leur disposition cette ingénierie, ce savoir-faire qui est nouveau, et bien entendu cette capacité d'investissement pour aller transformer ces infrastructures urbaines, chose dont nous avons fait notre spécialité depuis maintenant plusieurs décennies. Voilà, je vous remercie pour votre attention, votre intérêt, et puis bien entendu, il nous reste quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Monsieur, on va lui prêter un micro. Bonjour, vous m'entendez bien? Ok. Ça va? Ouais, un peu plus fort? Ouais, très bien. Fort, ouais. Petite question, donc les parkings, il y a beaucoup d'espace. Vous nous dites que vous allez les transformer pour amener de la logistique dedans. Dans les secteurs où on a pas mal de logistique, il y a la food, donc notamment avec les plateformes livraison Uber Eats, Deliveroo. Est-ce que vous avez étudié la possibilité de mettre en place des dark kitchens dans vos parkings parce qu'ils n'auront pas la contrainte, par exemple, d'avoir beaucoup de hauteur sous plafond pour les poids lourds. Voilà. Alors, on l'a plus qu'étudié, puisqu'on l'a même déployé, mais pas en France, au Canada notamment. Et si pour l'instant en France, ça n'a pas trouvé de traduction, c'est tout simplement parce que ces acteurs-là, pour l'instant, soit ont trouvé d'autres solutions, soit sont plutôt un modèle qui n'a pas réussi à percer en France. Pour être très honnête, les dark kitchens en France, ça existe assez peu. C'est plutôt un modèle qu'on a trouvé en Amérique du Nord ou en Colombie, où on est également présent. Mais entre guillemets, on sait que ces dark kitchens ont été décriées, notamment parce qu'elles, en activité de pied d'immeuble, comme je l'indiquais, elles occasionnaient pas mal de nuisances. On peut tout à fait imaginer, voilà, si on se penche sur le sujet, qu'elles pourraient trouver peut-être de quoi, je dirais, un terrain de jeu un peu plus propice pour s'épanouir dans des trucs souterrains. Mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'adresser le sujet, puisque le modèle même de Dark Kitchen en France a assez peu prospéré. On est sur de la livraison à domicile qui va plutôt s'alimenter sur chacun des restaurants, ce qui n'est pas plus mal, je crois, en termes de modèle social, et puisqu'on parle de la ville que nous attendons tous. Merci. Des questions? Écoutez, il nous reste à vous remercier encore une fois et vous souhaiter une excellente journée et bon appétit, puisqu'on parlait de Dark Kitchen et puisqu'il est 12h15. Merci beaucoup. Merci à tous.